mais il y a bien longtemps à l'EBF. Et donc il est temps de rafraîchir un peu les mémoires, les expériences, les perspectives. Nicolas Elbaz et Gerald Partner à Partech Ventures, qui est un fonds qui est à l'origine, dans ses lointaines origines, c'était Paribas, puisque j'avais rencontré Robert Lattès, que j'ai jamais rencontré. Bien longtemps. Non, le malheureux est décédé. Qui était un des grands du venture capital en France. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il a écrit un très bon livre qui s'appelle Le vent de la fortune sur le sujet. Et puis ça a évolué, et maintenant on a Partech qui était à l'origine Paribas Venture. Enfin, c'est le nom. Paribas Technologie. Paribas Technologie. Encore. Paribas Technologie. Donc ça fait combien de temps que tu es à Partech, Nicolas? Ça fait juste presque 10 ans. Presque 10 ans. Et avant, tu étais, moi je t'ai connu quand tu étais entrepreneur à Softway. Voilà. C'était ta première société ou... Avant j'avais un vrai job comme ça. Ça y est, on va tomber dans... Mais on va parler de ça justement. Des contes et légendes du venture capital. Tu avais un vrai job, tu as fondé Software en quelle année? C'était une longue aventure compliquée, ça a démarré en 87. Non, oui, 87. Donc, et on a mis... c'est pour ça que ça me fait toujours rire de voir des entrepreneurs qui s'attendent à réussir en 2 ou 3 ans et qui se découragent dès que ça ne marche pas, parce qu'on a quand même mis 13 ans avec l'aide du contenu de Christophe. Pourquoi est-ce que tu as créé cette société là? Alors Softway, c'était après d'autres mésaventures entrepreneuriales, on peut en parler, c'était plus marrant parce que c'était des trucs qui ont réussi. Mais c'était à l'origine en fait pour créer un pont entre la France et les États-Unis, pour aider des entrepreneurs européens, français essentiellement, à venir s'implanter aux États-Unis. Et puis dans l'autre sens, à essayer de découvrir des technos intéressantes aux États-Unis. Le modèle était différent dans le sens inverse pour profiter de ces technologies et les exploiter en France. Donc ça a été la micro-vision qu'on avait, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment un fossé. Aujourd'hui, il y a toujours un fossé. À l'époque, il y avait un fossé que tu as connu aussi, et que d'autres personnes ici ont connu, entre le monde de la high-tech de la Silicon Valley et l'artisanat qu'on avait en Europe et en France en particulier. Donc la notion d'éduquer un petit peu les entrepreneurs français pour leur permettre de comprendre un petit peu, même pas des fois pour développer, mais de comprendre un petit peu ce qui se passait ici. C'était déjà hyper important. Par exemple, on avait des gens, des entreprises françaises qui nous payaient mensuellement pour un service qui consistait simplement à leur envoyer une fois par semaine les copies de InfoWorld et de PC Week. Parce que l'information ne circulait pas à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il fallait 1 mois avant d'avoir les mêmes news en France. Donc, juste le fait de pouvoir leur envoyer 2-3 magazines toutes les semaines, ça avait une valeur unique. C'était un autre monde. La vallée a changé. Oui, ça, c'est on peut dire ça. Et avant, tu parlais d'aventure entrepreneuriale ou de mésaventure entrepreneuriale en software. Plein de bêtises, j'ai fait plein de bêtises. Dans le désordre, j'ai lancé la première collection, je crois que c'était la première, de collection de recettes vidéo, de recettes de cuisine. On a sorti 3 volumes. En vidéo. En vidéo, oui, en vidéo. On s'était piqué l'idée après par Julia Child, vraiment. Très chic. Ouais. Et c'était un genre de porno, quoi. Sauf que notre plus gros client, c'était comment ça s'appelait, Books on Tape, les aveugles. Pour la vidéo, le distributeur de Books on Tape, il vendait des vidéos aux aveugles. Tellement la qualité de la vidéo était mauvaise, l'effort. C'était tellement mauvais qu'il n'y avait que les aveugles qui nous les achetaient.
Donc ça a duré combien de temps ça a duré longtemps en fait, parce que comme c'était avant... Parce qu'il y a les 6 mois de prison. C'était avant que toi et Apple ayez lancé le desktop publishing par exemple. Donc quand c'est là où vous voyez que ça a changé quand même la vallée. Ça ne nous rajeunit pas, mais quand on voulait faire une pub pour lancer ces recettes cette collection, il fallait déjà faire des microfilms pour le design de la pub. Ensuite, il fallait réserver un emplacement dans Bon Appétit Magazine. La pub, elle allait sortir 3-4 mois plus tard dans le magazine. Ensuite, on attendait devant la P.O. Box toutes les semaines pour voir si on avait des coupons qui allaient revenir. En fait, il fallait 4-5 mois, 6 mois pour savoir si quelque chose marchait. Alors qu'aujourd'hui, vous faites votre pub, vous testez sur Google, le lendemain vous changez le message. Enfin, on est dans un autre monde quand même. Pour moi, c'est le truc le plus fascinant de ces 25 dernières années, c'est à quel point, et je ne sais pas si la prochaine génération va pouvoir avoir cette expérience, mais à quel point la vélocité de circulation de l'information a changé. On est passé pour prendre cet exemple-là, de 5 mois à un jour, et à pouvoir en plus communiquer n'importe quoi à des millions de gens instantanément. Et pour moi, ça c'est fascinant. Alors Simon, dans les autres, mes aventures. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Le découpage. Ah oui, c'est une bonne mémoire. J'avais lancé un logiciel d'optimisation de plans de découpe pour l'industrie du bois et du métal. C'était... Bien sûr, là c'est de l'ingénierie. Mais c'était vachement français en fait, c'est des maths. Mais donc on allait dans des usines avec les premiers portables, avec les valises. Bill Gates se promenait avec ça partout, les premiers contacts. Et on s'asseyait, on était tout content de voir ça, et puis on rentrait les données, et puis on attendait. 1 heure, 2 heures après, le logiciel sortait des trucs. Ça n'a pas très bien marché. Pourquoi? C'était pas assez cher, trop cher, pas assez de clients? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'en fait on ne comprenait rien à l'industrie à laquelle c'était ça la leçon pour moi, c'est-à-dire qu'on avait un concurrent américain qui venait de l'industrie à laquelle il vendait, il savait comment appréhender le marché, comment parler aux gens au milieu du Wisconsin de l'Oklahoma. Nous, on ne savait pas. Alors, si je comprends bien, tout ça s'est passé aux États-Unis. Ouais. Comment alors on va reculer un peu dans le temps. Là, au lieu de faire la biographie depuis la naissance, on fait la vidéo en quelque sorte un peu reculons. Tu es arrivé quand et comment aux États-Unis? Je suis arrivé la première fois par un stage. Alors c'est une histoire un peu marrante. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance, toujours eu beaucoup de chance dans ma vie, de rencontrer des gens assez fortuitement qui m'ont un peu aidé. Et en l'occurrence, c'était une histoire marrante parce que mes parents avaient un petit hôtel-restaurant en Normandie, à Vernon. Je ne sais pas si vous connaissez. Vernon dans l'Eure. Dans l'Eure, absolument. Et donc moi j'étais jeune étudiant à HEC et je rêvais de faire un stage aux États-Unis, mais j'avais aucune idée comment m'y prendre et à qui parler, je connaissais personne, etc. Et puis un jour je parle avec un vieux monsieur qui déjeunait dans le restaurant de mes parents. Je lui parle de moi, il me demande ce que je fais, je lui explique un petit peu mon envie d'aller aux États-Unis. Il me dit, si vous voulez, je peux demander à mon ami Henry Ford. Je travaille avec le DG de Ford France et je suis comme ça à parce que tu faisais une business school respectable, probablement que l'hôtel-restaurant de tes parents était engageant. C'était quoi l'hôtel-restaurant de tes parents? Parce que je connais un peu le pain, ça s'appelait comment? Ça s'appelait le Relais Normand. Le Relais Normand. Le Relais Normand, un petit hôtel, il y avait quelques chambres aussi, une douzaine de chambres. Et qui faisait la cuisine? C'était pas mon père. Ni ma mère.